Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Ronald Kato. À suivre cette semaine, le compte à rebours avant la première goutte de pétrole. L'Ouganda annonce le début des exportations de brut en octobre. Mais l'or noir sera-t-il une manne qui permettra de redresser l'économie du pays? Pas de dollars, pas de problème. La Zambie devient le premier pays africain à accepter les paiements de taxes minières en yuan chinois. Pas de précipitation avant de reprendre la mer. Malgré la fin des attaques des Houthis, le transport maritime commercial reste indécis quant au retour en mer Rouge. C'est tout sauf une bonne nouvelle pour le canal de Suez. Merci de nous rejoindre. Après avoir exporté principalement du café pendant des décennies, puis récemment de l'or, l'Ouganda s'apprête à rejoindre le cercle des exportateurs de pétrole. Le gouvernement affirme que les exportations de l'or noir pourraient commencer dès le mois d'octobre, avec des revenus estimés à près de 2 milliards de dollars par an. Kampala mise sur cette matière première pour dynamiser son économie. Mais des questions subsistent quant à la capacité de l'État à exploiter cette ressource pour les générations futures. Près de 2 décennies après la découverte de pétrole, dans la région d'Albertine à l'ouest de l'Ouganda, les sites de production sont presque terminés. À son pic de production, l'Ouganda prévoit de produire près de 200 000 barils par jour pour un chiffre d'affaires pouvant atteindre 6 milliards de dollars par an. Selon des observateurs, ces revenus pétroliers pourraient contribuer à financer des infrastructures, des projets énergétiques et des services publics. Ces projets ont un impact significatif sur le pays en termes de stabilité macroéconomique générale, puisque nous avons constaté qu'une part importante, pouvant atteindre 60 à 70% des investissements directs étrangers dans le pays est liée au pétrole. Mais les économistes avertissent que l'impact pourrait ne pas être immédiat. Avec les élections générales en cours, les dépenses publiques font également l'objet de surveillance étroite. La commission électorale consacre 230 millions de dollars à cet exercice. Tant qu'Ougandais, nous ne tirons pas pleinement parti de ce que les élections devraient nous apporter. Si 21 millions de personnes ne se présentent pas pour utiliser ces bulletins de vote qui ont déjà été imprimés avec l'argent des contribuables, qui est perdant? Le pétrole est devenu un thème récurrent de la campagne, le prochain président devant superviser l'entrée de l'Ouganda sur le marché mondial du pétrole. Alors que les électeurs se rendent aux urnes, l'Ouganda mise sur le pétrole pour transformer son économie. Winfred Ngabire milite pour la responsabilité et la conformité dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers. Merci beaucoup, madame, pour votre temps. Comment évaluez-vous la capacité de l'État ougandais à gérer et à exploiter efficacement cette ressource? Après 20 ans d'exploration pétrolière et après avoir donné à nos institutions 10 ans d'avance, nous devrions être prêts à exploiter et à tirer parti des ressources, mais aussi à conserver les revenus aux fins auxquelles ils étaient destinés en fonction de nos priorités nationales en matière de développement. Ainsi, la préparation sur le papier est là, mais je ne peux pas confirmer la bonne gestion des institutions ni leur capacité à tenir leurs engagements. Sur le papier, tout semble toutefois être en bonne voie. Notre pays n'a donc aucune excuse pour ne pas être prêt ou être pris au dépourvu. Nous avons planifié, nous avons investi, nous avons mis en place des systèmes et nos communautés sont dans l'attente. Le pays est dans l'attente et nous attendons les fonds avec impatience. Nous allons devoir réfléchir à la vie avec le pétrole, à ce qui peut se développer parallèlement à la production pétrolière. Nous n'allons pas attendre les 30 prochaines années pour commencer à réfléchir à ce que nous ferons alors. Pouvons-nous développer le secteur du café, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle? Comme vous le savez, le secteur pétrolier n'est pas créateur de beaucoup d'emplois. C'est un secteur très technique, très spécialisé. Nous avons donc beaucoup de chômage et nous devons développer les secteurs qui peuvent absorber nos jeunes, tirer parti de leurs compétences, de leur enthousiasme et de leur énergie. Et cela aurait dû commencer il y a longtemps. Le cadre de gestion des revenus pétroliers garantit-il que les recettes provenant des ventes de pétrole profitent au pays?
Nous avons eu des cas où de l'argent a été prélevé sur le fonds pétrolier sans suivre la procédure régulière. Y a-t-il donc des craintes que cet argent puisse être détourné? Absolument. Je pense qu'il y a deux aspects. Du côté des institutions, des lois, tout est en place. D'un autre côté, les abus commis par l'élite politique restent une menace très importante. Nous savons que cela risque d'interférer avec les revenus pétroliers. Nous savons que le Parlement n'a pas le pouvoir de mettre fin à ces abus, du moins pour l'instant. Donc, si nous suivons le plan de développement national, si nous respectons la loi, si nous respectons les systèmes, nous devrions pouvoir en tirer profit. Et l'élite politique, elle, devra modérer ses appétits. Comment l'Ouganda peut-il éviter les erreurs commises par des pays comme le Tchad, le Congo et l'Angola qui produisent du pétrole mais restent pauvres et fortement endettés? Ces 15 dernières années, à peu près, nos technocrates se sont rendus dans tous ces pays pour établir des comparaisons. Ils ont évalué les pays touchés par la malédiction du pétrole, mais aussi ceux qui ont mieux réussi, comme la Norvège. Cependant, nous ne pouvons éviter les réductions pétrolières que si nous comprenons ce que veulent les citoyens ordinaires et comment leur offrir ce rêve promis. Si l'argent ne revient pas sous forme de redevances ou d'investissement, nous n'aurons alors que le capital développé et notre population continuera de croupir dans la pauvreté. Il existe des cadres auxquels le gouvernement a adhéré, notamment l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ces cadres offrent la possibilité de discuter des revenus pétroliers, en particulier, et des revenus miniers. Ainsi, si les citoyens peuvent utiliser ces cadres et comprendre combien d'argent a été versé, cela nous évitera beaucoup de problèmes et nous empêchera peut-être de subir la malédiction du pétrole. Winfried Ngabire, merci pour votre temps. La Zambie est devenue le premier pays africain à accepter officiellement le yuan chinois pour le paiement des taxes minières et des redevances. Cette décision a été motivée par une combinaison de réalités commerciales et monétaires. La Chine est la première source d'importation de la Zambie et la principale destination de ses exportations de cuivre. L'initiative vise aussi à réduire la dépendance au dollar. Le deuxième producteur de cuivre d'Afrique accepte désormais les paiements d'impôts et de redevances en yuan chinois. Cette décision de la Zambie rompt avec des décennies de tradition où les gouvernements africains percevaient les taxes minières en dollars ou dans leur propre monnaie. La Chine est la principale destination du cuivre zambien. Parallèlement, Pékin est le plus grand créancier bilatéral de Lusaka. Il s'agit d'une décision qui ne relève pas seulement du pragmatisme opérationnel, mais plutôt d'un réajustement monétaire. On parle ici à la fois de gestion des risques sur le bilan et de gestion du risque de change. La Zambie entretient des relations commerciales étroites avec la Chine et reçoit d'importants investissements dans les secteurs miniers, des infrastructures et du financement de projets, tandis que la diversification de ses paiements en yuan vise à réduire sa dépendance au dollar et à se protéger contre les pénuries de liquidités qui ont marqué la majeure partie du premier mandat du président Hakainde Hichilema. Cette décision intervient également à un moment où la Banque centrale a émis des directives sur sa monnaie, cherchant à la soutenir et, sans doute, à réduire autant que possible la dépendance au dollar. En effet, une partie de la pression à la dépréciation que le pays a connue provient d'une dépendance excessive au dollar, notamment pour de nombreux paiements extérieurs, ce qui alimente l'inflation. La Zambie mise sur son cuivre pour stimuler sa croissance, avec l'ambition de tripler sa production de 1 à 3 millions de tonnes métriques d'ici l'année 2031. Malgré la fin des attaques des Houthis contre les navires commerciaux en mer Rouge, de nombreuses compagnies maritimes continuent de bouder cette route. La situation n'est pas sans conséquence pour le canal de Suez en Égypte, alors que le trafic sur cette voie navigable stratégique reste inférieur d'environ 60% au niveau de 2023. Les porte-conteneurs continuent à contourner le cap de Bonne-Espérance. Plus de 3 mois après la dernière attaque contre un navire en mer Rouge, le trafic maritime commercial transitant par le canal de Suez n'a toujours pas repris. Selon l'association des armateurs BIMCO, le trafic reste inférieur d'environ 60% au niveau d'avant la crise,
alors que le secteur maritime est confronté à des craintes persistantes en matière de sécurité et à l'incertitude économique. Il devrait toutefois connaître une reprise cette année avec le retour des services MEDEX et Indamex du géant français CMA-CGM qui devrait démarrer à la mi-janvier. En décembre, le Maersk Seabarok est devenu le premier porte-conteneur de Maersk à emprunter cette route depuis près de 2 ans. Mais la compagnie ne s'est pas engagée à effectuer des passages supplémentaires, ce qui montre que les armateurs et les assureurs continuent de considérer le détroit de Bab el-Mandeb comme un risque pour la sécurité. Ces attaques ont fortement perturbé le trafic transitant par le canal de Suez, qui relie la mer Rouge à la Méditerranée. Le canal est l'une des principales sources de devises fortes pour l'Égypte, lui rapportant 10 milliards de dollars en 2023, alors que l'économie du pays dans son ensemble est en difficulté. Le Fonds monétaire international affirme que les attaques menées par les Houthis ont détruit les entrées de devises étrangères provenant du canal de Suez de 6 milliards de dollars en 2024. Et c'est tout pour cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Kato. L'actualité continue à la télévision et en ligne. Rendez-vous au prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.